À force de ne pas réfléchir aux conséquences de l'intelligence artificielle et de la robotique, nous sommes réellement en train de créer une société à deux vitesses et un apartheid intellectuel, et ce ne sont pas les bienveillants qui vont transformer cette horrible réalité. Cette vision binaire du monde est quelque chose qui est souvent très réducteur. Ça nous permet de ne pas penser la complexité du monde, de tout le temps tout réduire en noir et blanc. Pas choisir le faux coupable. Moi, je suis jamais en compétition avec ma voiture pour voir qui court plus vite. Je vois pas pourquoi je serais demain en compétition avec l'intelligence artificielle pour trouver qui est plus intelligent. Le vrai problème, il n'est pas entre l'intelligence artificielle et nous. Il est entre vous, les élites intellectuelles, qui allez vivre dans un monde extraordinaire, captivant, dans les décennies qui viennent, et puis les gens qui, eux, ont plus de mal à l'école. En France et en Italie, il y a 35% des gamins qui sortent de l'école en étant incapables de lire 5 lignes simples, il ne s'agit pas de Leibniz, et d'en faire un résumé. À l'évidence, un problème entre vous, les élites, et puis les gens qui vont moins bien comprendre l'intelligence artificielle. Par contre, on dit que ce sera juste les élites qui vont pouvoir utiliser les intelligences artificielles. Moi, je suis psychologue, clinicien, et je vais vous dire que certains de mes patients ne sont pas du tout dans l'élite. Par contre, les intelligences artificielles aident dans la phobie sociale, à développer les capacités sociales, à pouvoir faire l'exercice que je suis en train de faire aujourd'hui, de vous parler en public. C'est quelque chose qui est très difficile pour beaucoup de gens. Et l'intelligence artificielle aide à faire ces choses. On doit réformer l'école, on doit améliorer l'éducation, parce que c'est important de créer des gens qui peuvent réfléchir, parce que l'esprit critique est quelque chose qui est très important dans le futur. Dans une société de fake news, dans une société d'information, tous ces défis sont réels. Par contre, tout ça n'a rien à voir avec les dangers de l'intelligence artificielle. Et c'est un peu ça qu'il faut faire attention. Il faut nuancer et séparer les choses pour comprendre de quoi on parle et pouvoir mieux affronter le monde de demain. Bien sûr que l'intelligence artificielle va rendre service à tout le monde, mais ceux qui vont tenir la queue du Mickey, c'est vous, et pas les 35% de gamins qui ne savent pas lire dans la France de 2018. Donc, oui, l'école est au cœur de ce débat. Nous ne pouvons plus accepter un monde dans lequel la haute bourgeoisie envoie ses petits-enfants dans les Montessori à 30 000 € par an, pendant que les autres sont dans des écoles bien difficiles, dans des zones défavorisées, avec les moins bons profs. Et c'est la réalité de 2018. C'est vrai que pour coder une intelligence artificielle, on a besoin de capacités de réflexion abstraites. Mais qui dans cette salle sait coder un système d'exploitation comme Windows? Probablement personne. Vous savez tous utiliser votre ordinateur. C'est la même chose. On n'est pas obligé de savoir concevoir pour pouvoir utiliser. L'ordinateur, en 1960, c'était juste les élites qui l'utilisent. Aujourd'hui, on a tous un micro-ordinateur dans notre poche. Le progrès va de l'avant et se démocratise. Il n'y a aucune raison de croire qu'il va être accaparé. Le problème est de faire partie, non pas de ceux qui codent, mais de ceux qui vont organiser cette nouvelle société. Et là, nous sommes en train de créer un fossé. Les gens qui ne sont pas bien formés sont en train de couler. Ils savent se servir sur leur téléphone portable de l'intelligence artificielle. Même mon crocodile le sait. En revanche, ils ne participent pas à la société extraordinaire qui est en train d'arriver. Cette période extraordinaire, elle va être épouvantable pour les perdants de l'intelligence artificielle. C'est tous les deux très fort. Est-ce que vous avez rejoué, peut-être le savez-vous, c'est le débat qui a opposé Rousseau et Voltaire au XVIIIe siècle au sujet de la fourchette. La fourchette, voilà, Voltaire disait, la fourchette aujourd'hui, eh ben, il y a une élite qui en profite, c'est un luxe pour certains, et plus tard, tout le monde aura une fourchette. Et Rousseau disait, comme vous aujourd'hui, non, la fourchette est un crime contre l'humanité, parce que pendant que les uns mangent avec une fourchette, les autres se battent avec leurs mains sales. Et finalement, c'est ce débat que vous avez rejoué, et rien n'a changé depuis ce qui a affronté Rousseau et Voltaire. Vous y allez, vous dites, je vends mes données. Vous savez combien ils vous proposent? 15 centimes. 0,15 centimes de dollars. Avec ça, ils vous achètent vos données. Et après, vous avez tout donné pour 0,15 centimes. Moins qu'un cookie. Le cours de la donnée a baissé. Voilà la réalité, Gaston. Eh bien, les gens comme Marc vont récupérer, siphonner l'ensemble de vos datas. Et eux vont pouvoir les monétiser. Et ils vont pouvoir les monétiser très cher. Facebook, une plateforme de partage. 4 milliards de profits par trimestre. C'est un peu comme si l'inventeur de la feuille à papier continuait à toucher les droits d'auteur sur tous les livres jamais écrits. Parce que ce qui fait la valeur de Facebook, c'est pas le clic, c'est pas le like, c'est le contenu que vous avez posté et que eux vont agréger et que eux vont monétiser et dont ils font une matière première
qui vous transforme, vous, en produit. Ce que Gaspard est en train gentiment de vous proposer, parce qu'il est sympa, c'est vrai qu'il est sympa, c'est de vous débarrasser de toutes vos protections et en réalité de faire le jeu des géants qu'il prétend mettre à genoux. Il est leur 5e colonne. Et ce que je vous propose, c'est de l'étendre aux data, parce que la propriété, c'est pas seulement le fructus, c'est pas seulement le fait de pouvoir marchandiser, c'est aussi l'usus et l'abusus, c'est aussi le fait de pouvoir en faire ce que je veux, c'est aussi le fait de pouvoir refuser le marché. Vous allez abandonner votre liberté pour des nèfles. C'est ça la vérité. Alors on va dire les choses comme elles sont. C'est une belle idée, on peut le faire. Bien sûr qu'on peut le faire, mais c'est un choix entre l'avoir et l'être. L'être, on ne l'abdique jamais, et certainement pas pour 15 centimes. Ce sont des droits qu'on ne peut pas vendre, d'accord. Mais il y a par-dessus ça toute une couche d'utilisation possible des données, qui sont d'ores et déjà dans le droit commercial, puisque d'ores et déjà, c'est la richesse des plateformes, les données personnelles, 8% du PIB d'ici 2020, 8% du PIB, et c'est 8% du PIB dont vous ne voyez pas la couleur parce que vous êtes les dindons de la farce. Deuxièmement, Jaron Lanier, qui travaille chez Microsoft, c'est marrant. Jaron Lanier, vous savez, c'est le héros de l'Internet libre. Le mec avec des dreadlocks qui joue de la sitar, il a compris que pour préserver la liberté dont parlent les marques et dont il est l'incarnation libertaire, il fallait passer à la rémunération, car sinon nous sommes les objets des oligopoles. Les Français, ils estiment valoir pour leurs données, c'est un sondage de l'ancien PTT Orange, entre 170 et 240 euros. Ces 240 euros, prenons l'échelle haute, c'est l'abandon des libertés. Parce qu'à ce moment-là, les plateformes que Gaspard dénonce, elles feront tout ce qu'elles veulent une fois que vous aurez cédé l'essentiel. Encore une fois, le droit de propriété, c'est pas seulement l'argent. Le droit de propriété, c'est vous. Le droit de propriété, c'est avoir son propre être. Merci beaucoup pour ce très beau débat. Je suis d'accord. Ce qui est formidable, c'est qu'on voit deux visions quand même s'opposer. Mais effectivement, c'est le doute et c'est le dialogue qui gagne en fait ce soir.